Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un topo lecture qui reprend des lectures du mois de janvier. Je commence à être un petit peu plus à jour et je n'en suis pas mécontente. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, ce sont des romans qui vont aller du contemporain au policier en passant par la science-fiction, la fantasy. J'espère que ce programme va te plaire et je vais commencer tout de suite avec un ouvrage que j'ai lu qui s'appelle L'héritage de Molly Sosborne. Ça a été écrit par Ted Thompson et la traduction est de Jean-Daniel Breck. C'est un livre ou une nouvelle qui a été publiée en 2022. C'est le 3e tome d'une trilogie et c'est une trilogie qui est parue aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière, qui est une collection que j'aime énormément. On est globalement dans tout ce qui est horreur, fantastique et un peu psychologique. Dans le premier tome, on apprend que lorsque Molly, qui est le personnage principal, saigne, eh bien, elle va voir quelqu'un qui a la même apparence qu'elle et on lui a donné comme consigne de se battre si elle a besoin, mais de surtout courir si jamais elle rencontre quelqu'un qui a son apparence. L'enjeu pour Molly, c'est de ne pas plus saigner. Ce sont à chaque fois, dans chaque tome, on se situe sur une courte nouvelle. C'est très difficile d'expliquer plus parce que on reste généralement dans un cadre assez semblable, c'est-à-dire que l'intrigue de base est ce qu'elle est, on apprend petit à petit à... évidemment, on a les détails sur l'intrigue, sur ce qui se passe et sur le pourquoi et qui est Molly. Et puis on avance un petit peu dans l'histoire. Comme je suis au 3e tome, voilà, ça va être difficile de te donner plus d'informations sur l'histoire. Ce que j'apprécie beaucoup dans cette trilogie, et en tout cas dans ce 3e tome, c'est tout ce qui est, en tout cas ce que moi j'ai repéré comme une dimension un peu métaphorique, parfois même un peu métaphysique, de ce qui arrive à Molly et de ce qu'elle va réaliser par la suite. Je ne sais pas si c'est l'objectif du livre et si c'est ça que l'autrice a voulu mettre en avant, mais moi j'ai trouvé qu'à la lecture de ces livres, on avait une belle métaphore, en tout cas plusieurs réflexions, analogies qui pouvaient nous faire réfléchir. Il y a aussi pas mal de questions d'éthique dans cette série et des questions par rapport à notre passé qui peut remonter, des questionnements liés au fait de prendre des décisions pour se construire, pas mal de thèmes en lien du coup avec la psychologie, mais très spoilant si on commence à entrer dans les détails. C'est un peu frustrant parce qu'ici je n'ai pas beaucoup de choses que je peux dévoiler, sinon ça... Enfin moi en tout cas je n'aime pas trop en dire pour que le lecteur puisse véritablement découvrir ce que l'auteur a choisi, prévu pour les lecteurs. Donc cette dimension psychologique, métaphorique, moi, m'a beaucoup plu. Ce qui est pour moi un petit peu plus négatif, c'est que ça va un peu trop vite dans l'enchaînement des actions. On n'a pas vraiment non plus d'attachement au personnage parce que, bon, il faut le lire pour le savoir, mais il y a pas mal de personnages que l'on suit et on passe très vite de l'un à l'autre. Moi, je ne me suis pas vraiment attachée à ces différents personnages. Et quand je dis que les événements s'enchaînent rapidement, c'est parce qu'il n'y a pas toujours d'explication non plus. Mais on a l'impression qu'il en manque un petit peu, et ça, je trouve ça dommage quand on a ce ressenti. Soit il n'y a pas d'explication et ça nous va, après c'est un choix, on aime ou pas ne pas avoir d'explication, on sait que c'est ouvert, ou soit on en a mais peut-être trop suggéré ou trop amorcé, mais sans avoir le fin mot de l'histoire ou assez de détails. Enfin, je veux dire, on a l'explication, mais elle n'est pas très explicite. Et sinon, il y a aussi un point positif quant au rythme de cette nouvelle. Le ton est assez vif, c'est assez intense, il y a pas mal d'enjeux au niveau des personnages et donc on est avec eux quand même et on est assez pris dans l'intrigue. On est dans l'horreur parce que d'une part c'est lié au sang et d'autre part parce qu'il y a quand même des meurtres. On est dans de l'imaginaire parce que ce qui arrive à Molly et ce qui survient par la suite est complètement lié à l'imaginaire et pas quelque chose qui peut arriver dans la réalité. Donc voilà un petit peu ce que tu peux retrouver. Tu as quand même cette ambiance un peu haletante, donc
si tu aimes tout ça et que tu as envie de te laisser un peu surprendre par une série qui est assez sympathique avec ses différents aspects et que tu as envie d'avoir une originalité quand même dans la proposition mais la métaphore ou les réflexions que ça peut susciter, eh bien, tu peux, je pense, trouver ton bonheur dans l'héritage de Molly Southbourne. J'ai enchaîné avec quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. J'ai donc lu Tout s'effondre de Chinois Achebe, on est aux éditions Babel. En version originale, ça a été publié en 1958, par contre pour la version française, on est en 2013. C'est un auteur du Nigeria qui est né en 1930 et décédé en 2013. Et c'est une recommandation d'Olivia de la chaîne Les Roseaux de Liv, puisque quand elle est venue ici à Bruxelles, elle m'a conseillé, lorsque nous étions dans une librairie de seconde main, elle m'a conseillé ce livre et franchement j'en suis ravie. Je vais tout de suite te dire évidemment les aspects que j'ai appréciés. Et puis je suis contente aussi parce que Kat de la chaîne Livre et Sac à Dos organise un challenge sur Instagram. Chaque mois, il faut, en lien avec un signe astrologique, sortir un livre. Pour le mois de janvier, c'était un personnage ambitieux, orgueilleux et combatif. Et voilà, j'ai pu sortir Tout s'effondre aussi parce que le personnage principal colle parfaitement à ces différents qualificatifs. Alors de quoi ça parle? Eh bien dans cette histoire, nous sommes au Nigeria, en plein cœur d'un clan. Nous nous centrons sur la vie d'un homme, d'un guerrier qui s'appelle Okonkwo. Et ce guerrier voulait faire son chemin. Il ambitionne d'obtenir des titres dans son clan pour être reconnu. Il est dur avec lui-même et avec les siens. Jusqu'où vont le mener ses valeurs, son ambition et les traditions. Ça, c'est un peu ce que tu vas retrouver. L'auteur va nous conter véritablement, au travers du destin d'Okonkwo, la vie, les traditions et les valeurs qui sont propres au Nigeria avant la colonisation. J'ai trouvé que la plume était hyper fluide et hyper immersive, sans en faire trop. Elle est très agréable, il n'y a pas un instant de trop. Et en plus, c'est une histoire qui est tellement vivante, tellement détaillée, tellement visuelle, que plusieurs semaines après, j'ai encore en mémoire énormément de scènes, et c'est un livre qui me reste très fort en tête, ce qui est un excellent signe. J'ai trouvé qu'il y avait une juste proportion entre les dialogues, entre les moments de conte, les moments de description, de rites, des petits proverbes. J'ai vraiment dévoré ce livre avec énormément de plaisir. En plus, Okonkwo est un personnage qui est très intriguant, qui est très impressionnant. Il est représentatif de tout un univers, un espace-temps qui est différent du nôtre. Il est distant, en même temps admirable, mais très dur. Donc c'est un personnage qui est très intéressant et très ambivalent. J'ai trouvé que cette histoire était un instantané, un instantané d'une représentation d'une culture qui n'a pu rester telle qu'elle est. Et donc j'ai trouvé que c'était un beau témoignage de ce passé et en même temps une dénonciation du colonialisme britannique. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'honnêtement, j'ai été vraiment ravie de faire cette découverte. C'est beau, c'est assez prenant, c'est un bon conte. Il y a un message clair, des infos claires aussi. On retient beaucoup de choses au niveau des mœurs, des coutumes. Donc voilà, énormément de bons ingrédients qui en font un très bon livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette découverte. Puis j'ai enchaîné les bonnes lectures parce que j'ai lu L'événement d'Annie Ernaux, qu'elle a publié en 2000 aux éditions Folio. Comme à chaque fois, ce que je lis d'elle m'accroche et dévoile en plus une part plus que conséquente de son intimité, puisque c'est toujours autofictionnel, autobiographique. On peut appréhender ses pensées, ses comportements, et dans ce très court roman, Annie Ernaux va nous partager le vécu lorsqu'en 63, elle a avorté. Elle rapporte cet événement avec un recul que j'ai trouvé incroyable, une minutie et une justesse maîtrisée que j'admire profondément. On la suit dans sa solitude, vu qu'à l'époque, l'avortement était interdit. On va suivre ses émotions, son désarroi, sa volonté de faire, et toutes les étapes avant, pendant et un petit peu après.
Et ça, c'est ce qu'elle va vraiment essayer de nous transmettre. Et pour moi, c'est aussi un témoignage d'une jeune fille qui montre les difficultés qu'elle a rencontrées dans son temps par rapport à cette problématique-là et l'attitude vraiment glaçante des personnes de son entourage proche ou lointain, le corps médical, ses amis, son ex-compagnon. Et c'est vraiment un portrait acerbe de cette période et comment est-ce qu'on pouvait vivre, entre guillemets, un avortement. Moi, j'adore sa plume, parce qu'elle est précise, en fausse simplicité. C'est toujours un regard sur elle honnête, mais honnête intellectuellement, juste psychologiquement, et qui nous implique du coup personnellement parce qu'on peut entrer en résonance avec son vécu personnel aussi, donc ça nous touche aussi. Bref, c'est une très bonne lecture, c'est un des romans que j'ai préféré d'Annie Ernaux, qui m'a beaucoup touchée et assez impressionnée aussi, donc j'ai continuer ma découverte de cette autrice et l'événement est pour moi un excellent roman. J'ai poursuivi ma lecture de ma série Le Trône de Fer, ici j'en suis au 6e tome, c'est Intrigue à Port-Réal, c'est évidemment de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'évidemment j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on est sur une série de fantasy. C'est un royaume composé, divisé en plusieurs couronnes, en plusieurs sous-royaumes, et il y a une guerre qui va opposer plusieurs personnes parce que plusieurs personnes désirent prendre le pouvoir. Donc évidemment, on va retrouver tout un univers de fantasy hyper bien construit, plein de personnages qui ont une vraie trame, des interactions entre eux, et puis qui partent sur leur propre quête, puis qui évoluent, qui reviennent. Enfin, c'est très bien construit, très bien fouillé au niveau des personnages aussi, et on s'attache à fond à plein d'entre eux. On a des méchants qui sont bien travaillés, on a des gentils qui nous touchent, en même temps c'est pas non plus manichéen parce que c'est assez subtil entre guillemets dans les personnalités, dans les actions aussi, les prises de décision. Donc moi j'aime beaucoup la manière dont ces différents personnages ont été construits. Et puis, je trouve aussi qu'il y a tout pour une bonne histoire, parce qu'il y a des complots, des trahisons, il y a de la guerre, il y a de l'action, et en même temps, comme l'univers est quand même construit, il y a aussi quelques éléments de décor et des endroits et des lieux emblématiques que l'on retrouve. De chapitre en chapitre, on évolue avec un certain personnage et on voit ce qui lui arrive, donc évidemment qu'on peut être plus ou moins intéressé par l'un d'entre eux, mais je trouve que c'est une des meilleures séries de fantasy que j'ai lues, et j'ai hâte de lire la suite parce que tout y est et j'aime énormément Le Trône de Fer. Ensuite, j'ai voulu lire un peu de policier, j'ai donc lu Les 7 divinités du bonheur de Keigo Higashino, on est aux éditions Babel, c'est même la collection Babel Noir. En version originale, le titre a été publié en 2014 et pour la version française, on est en 2022. Ici, j'ai trouvé que c'était globalement un bon policier dans lequel on va suivre un duo de policiers japonais qui enquêtent sur le meurtre d'un directeur. C'est un jeune homme qui est suspecté, mais il est dans le coma et malheureusement, il ne sait pas se défendre. Ce roman va nous plonger dans un Japon contemporain, mais encore pétri des us et coutumes du Japon et de ses valeurs également. J'ai enchaîné les différents ouvrages, témoignages et portraits. Ici en tout cas, on est au Japon, et ce duo, qui fait un peu penser à Sherlock Holmes et Watson, vont enquêter, et cette enquête prend de l'ampleur, ou en tout cas avance, elle progresse grâce à l'opiniâtreté des enquêteurs, et également les petits indices, les discours qui vont être entendus par ces enquêteurs, les recherches, le questionnement. Donc j'ai trouvé que c'était une enquête qui se tenait avec un petit effet à la fin. Voilà, c'est pas la révélation de malade, mais il y a un petit effet clairement surprenant que moi en tout cas je n'avais pas vu venir. J'ai apprécié les personnages qui semblent à la fois lointains, qui sont distants entre eux, même s'ils sont cousins. Je trouve que le ton qui est employé et la distance mise entre ces personnes, mais qui, en tout cas, de ce que j'en connais, montre un petit peu ces comportements au Japon
qui font que c'est pas une cordialité débordante, on est plutôt sur la retenue, sur la réserve, sur la distance. Et je trouve que le style illustre bien ça. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance, qui est très sereine, qui est très tranquille. On est pour le coup dans quelque chose d'assez doux, même si c'est une enquête sur un meurtre. Parfois, c'était un petit peu vieux jeu. Il y avait pas mal de stéréotypes japonais. J'imagine que c'est voulu, mais quand on le lit, on est un petit peu parfois estomaqué par certaines petites réflexions. Par exemple, le chômeur qui est quasiment vu comme un délinquant. Donc voilà, on peut quand même s'imaginer que certaines choses, certaines représentations ne sont pas simples au Japon. Il y a beaucoup les valeurs de l'honneur qui sont mises en avant, les valeurs de l'éducation, les prières, donc ça c'est aussi au niveau des coutumes, hein, tous les différents folklores, les différents moments où on peut prier, les temples dans lesquels on peut se retrouver pour prier. Certaines représentations étaient aussi assez marrantes parce que, par exemple, les enquêteurs qualifient ce meurtre, qui est un meurtre au couteau, qu'on ne va pas explorer beaucoup, il n'y a pas de scène, mais on va quand même appeler ça un crime crapuleux. J'ai lu d'autres choses bien plus crapuleuses que ça, et ici, je trouve que c'est mignon, finalement, quand on prend un peu de recul et qu'on dit « ça, c'est un crime crapuleux ». Voilà, ça montre tout au long du récit ce que les Japonais perçoivent, en tout cas dans ce livre. Je n'ai pas tout confronté, je ne sais pas si tout est correct, mais quand on lit ça, on a l'impression d'appréhender un petit peu mieux les manières de faire, les pensées de certains Japonais, en tout cas. Donc ça en fait pour moi un roman noir, roman policier, qui peut dépeindre aussi cette société japonaise, et j'ai aimé ça parce que je trouvais ça intéressant. Donc pour moi c'était une bonne lecture, c'est pas un grand coup de cœur, je ne me souviens pas de tous les détails, mais je sais qu'en tout cas sur le moment, c'est vraiment pour moi un genre et un type de récit que j'apprécie dans ce genre-là. Ensuite, j'ai lu Un poisson sur la lune de David Vann. On est ici aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. C'est sorti en 2019 et l'auteur vient d'Alaska. C'est traduit de l'américain par Laura Deraginski. Ici, on va suivre Jim, qui est suicidaire, qui vit seul, qui a été divorcé 2 fois, qui a 2 enfants avec sa première épouse, et ses enfants vivent avec sa première épouse. Et donc, nous, on va le suivre au moment où il rejoint son frère Doug en Californie. Donc, Jim habite en Alaska, il prend l'avion, il atterrit en Californie, il est accueilli par son frère parce que il a été décidé, pour son état de santé, que son frère, ses ex-épouses, ses enfants, ses parents puissent l'encadrer, l'entourer, ou en tout cas être plus proches de lui pour essayer de l'aider à ne pas passer à l'acte. Donc on va accompagner Jim dans ce combat, dans ses réflexions, dans ses comportements, dans ses réactions avec les autres, ses relations avec les autres aussi, et on va apprendre pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il a ses pensées, et pourquoi il en est là où il en est. Donc c'est un roman qui est très psychologique, qui est basé sur les liens sociaux, les antécédents familiaux et le trouble bipolaire, parce qu'il faut le savoir aussi, et puis on l'aborde quand même assez rapidement, mais ce n'est pas un ouvrage qui vient ni scientifiquement ni approfondir le sujet de la bipolarité, mais ça aborde la complexité plutôt de ce trouble et l'impact qu'il peut avoir sur la personne évidemment qui le vit et évidemment l'entourage. Je n'ai rien à reprocher à la plume, mais je me suis un peu ennuyée, et ça c'est difficile de dire pourquoi. J'ai pas d'exemple, mais voilà, je trouvais peut-être que c'était un peu répétitif sur les schémas ou l'avancée de l'histoire. En tout cas, j'ai trouvé ça assez monotone et un peu similaire. Jim m'a aussi semblé insupportable. Alors bon, c'est pas que je suis insensible à ce qui lui arrive, mais j'ai détesté ce personnage et les réparties qu'il avait, les réflexions et... ouais, comment est-ce qu'il réagit. Alors évidemment c'est cohérent par rapport à ce qu'il vit, mais je n'ai quand même pas aimé. Voilà. Difficile d'en dire un petit peu plus, mais globalement c'est une lecture qui me laisse assez indifférente. Voilà. Donc
sans doute que tu n'auras pas le même ressenti, ou de toute façon, quel que soit le livre, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu l'as aimé alors que moi non, ou si tu l'as pas aimé alors que moi oui, ça vient un peu alimenter. Voilà, c'est une lecture un peu mitigée pour moi quant à ce livre. Puis le dernier livre de ce topo, c'est La chanson de Salomon, qui peut aussi être publié sous le nom du Chant de Salomon. C'est écrit par Toni Morrison. La version originale a été publiée en 1977 et la version française en 1985. Moi j'ai ici la version, j'ai l'édition 10-18 et ça a été traduit de l'américain par Sylviane Ruet. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Carole et Olivia de la chaîne Les Roseaux de Livres, qui est bien à l'honneur aujourd'hui dans ce topo lecture. Et je pense que tu retrouveras son avis sur sa chaîne prochainement, sans doute avant moi. Mais voilà, tu peux guetter sur sa chaîne son retour sur ce livre. Et c'est également un livre que je suis contente d'avoir lu en lecture commune parce qu'il faisait partie de ma liste. En tout cas, Toni Morrison fait partie des autrices que je voulais lire dans le cadre des 12 autrices de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Donc je suis contente de l'avoir sortie. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui a été récompensée du prix Nobel de littérature en 1993. Et moi, j'ai lu plusieurs de ses livres et mon préféré reste Beloved. Mais voilà pour le contexte. Ici, c'est un texte qui va se centrer sur un jeune homme surnommé le laitier. On va le côtoyer au sein de sa famille. C'est un jeune noir qui est né en 1931 en Caroline du Nord. Sa mère est fille du docteur, enfin fille de docteur, et son père travaille dans l'immobilier. Alors, la prise en main, elle n'est pas très facile. Comme souvent avec l'écriture de Toni Morrison, ici, il faut quand même un petit peu comprendre le contexte et la mise en place de l'histoire, parce qu'elle va d'abord référencer et expliquer qui sont les parents de ce laitier et comment ils en sont venus à habiter là. Mais c'est parfois pas très linéaire et donc on avance, on saute, on avance, on recule dans le temps, donc il faut un petit peu la suivre. Et puis, par la suite, moi j'ai trouvé que le lecteur est plongé dans ce récit d'apprentissage et son récit psychologique, mais qui est teinté d'un contexte politique de l'époque. Puisqu'on va retrouver de 1931 à quelques décennies plus tard, donc on est dans les années 60 aussi, et donc en Amérique, avec la ségrégation, avec ce contexte des Noirs et des Blancs, je trouve que c'est très imprégné. Toni Morrison arrive déjà, ça c'est le gros point positif à mon sens, à dresser des portraits, à rendre ces personnages denses. C'est le ressenti que j'ai quand je lis chacun de ces livres d'ailleurs. Je trouve que ces personnages sont hyper profonds. On y croit, pour moi, ils sont palpables, ils sont réels, ils sont complexes et ils sont pétris de leur culture, de leur héritage familiaux, les traditions. Et donc c'est ce que je voulais dire aussi avec le contexte qui est là en filigrane, mais pas que, il est bien présent. Et en même temps, les réactions, les réponses, enfin les dialogues, les réparties qu'ont les différents protagonistes, eh bien évidemment sont liés à la manière dont ils ont été éduqués, la manière dont certains voient ces différences. Enfin, on sent, ça respire le contexte politique. Dans ce livre, le laitier va devoir remonter à ses origines, à son histoire familiale, s'il veut avancer. C'est pour moi là, la grande thématique de ce livre. On est donc sur quelque chose de hautement psychologique. Dans l'écriture, ce que j'ai trouvé aussi bien fait et ce qui rend évidemment ce récit d'autant plus accrochant, c'est qu'il rend la voix des protagonistes et donc il va y avoir les différentes expressions de l'époque, le langage aussi qui est en lien avec son milieu social, l'argot qui va être utilisé. Donc je trouve que c'est très cohérent et ça participe évidemment à ce portrait qui est très bien fait. C'est un vrai focus aussi sur chaque personnage dans son environnement. J'aime beaucoup ces histoires, c'est toujours très riche,
il y a ce passé qui s'entremêle au présent, il y a une profondeur psychologique. Ce n'est pas mon préféré de l'autrice, mais ça reste pour moi une vraie belle lecture. Voilà toutes les lectures que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si certains t'ont donné envie, tu connais un petit peu le laïus de fin de vidéo, je ne vais pas m'appesantir plus. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.